Regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf arrive à Manama, capitale du Bahreïn, pour prendre part à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévue le 16 mai prochain. Au royaume de la drogue, le narco-État est roi. On s'intéressera ce soir à cet Eldorado des narcotrafiquants du monde entier qui ont pris le Maroc pour QG et le Merzen pour couverture. Et quelques semaines après l'annonce de sa démission, le président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Takala, critique les résultats de Abdoulaye Bathily. Les résultats des législatives au Togo sont enfin confirmés et c'est le parti du président Faure Gnassingbé qui l'emporte avec une écrasante majorité. Bonsoir à toutes et à tous. Chargé par le président Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé ce lundi à Manama, capitale du Bahreïn, pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévue le 16 mai prochain au Royaume. La réunion portera sur l'élaboration de projets de résolution relatifs aux sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour du sommet, en tête desquels la cause palestinienne ainsi que d'autres sujets liés à la sécurité nationale arabe et à l'action arabe commune dans ses dimensions politiques, diplomatiques, économiques, sociales et culturelles. Plusieurs villes marocaines ont vibré dimanche, sortant en manifestation et dénonçant et rejetant la normalisation du régime du Merzen avec l'entité sioniste et pour soutenir la juste cause palestinienne. À l'initiative du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes. Ils ont également scandé des slogans dénonçant les crimes de l'occupant et la complicité révélée des autorités officielles marocaines dans leur traitement de la question palestinienne. Les manifestants ont par la même occasion exigé la libération des détenus politiques injustement emprisonnés par le Merzen. Le Maroc confirme son triste statut faisant partie de l'un des plus grands refuges de narcotrafiquants du monde. Un Eldorado pour les chefs de gangs et les réseaux criminels de trafic de stupéfiants les plus recherchés en Europe, ce qui rend leur arrestation compliquée, voire même impossible. Commentaire Hamid Machri, récit Mohamed Abineb Aberkan. Le Maroc est une des destinations mondiales les plus importantes et les plus lucratives pour la drogue et ce statut ne fait que s'intensifier. Au fil du temps, le royaume s'est transformé également en un refuge pour les chefs de gangs et réseaux criminels de trafic de stupéfiants les plus recherchés en Europe. Et ces gangs impitoyables et très puissants qui sévissent dans les pays européens ont un partenaire et un protecteur en la personne du régime du Merzen. Les enquêtes sur l'affaire de la mort de 2 gardes civils espagnols après que leur patrouille ait été percutée par un bateau de narcotrafiquants le 9 février dernier dans le port de Barbade près de la ville espagnole de Cadix se concentrent sur le Maroc. Les agents de la garde civile soupçonnent que les auteurs de l'assassinat des 2 gardes civils ont fui vers leur pays d'origine, le Maroc. C'est ce qu'a révélé cette semaine des sources policières bien informées au site d'information espagnol Voz Populi. Les enquêteurs espagnols affirment que l'absence de toute collaboration des autorités judiciaires et sécuritaires marocaines et la légalisation de la culture de cannabis dans le royaume sont les raisons pour lesquelles le Maroc est devenu un endroit sûr pour les plus grands narcotrafiquants traqués par la justice espagnole. Malgré l'accumulation des demandes d'extradition des chefs de narcotrafic, aucune des personnes recherchées n'a été arrêtée ou inculpée au Maroc. Plus grave, les barons marocains de trafic de drogue ne sont même pas contraints de se cacher dans des villages lointains, mais vivent dans des villas de luxe entourés d'un entourage qui les aide à gérer leur business
en toute impunité. Les enquêteurs espagnols craignent que la fuite des narcotrafiquants vers le Maroc rendra leur arrestation très compliquée, voire impossible. Ce constat démontre le rôle croissant du Maroc en tant que plaque tournante stratégique des expéditions de drogue vers les côtes espagnoles. En plus des gros profits procurés aux grands barons, des centaines de milliers de personnes vivent de l'ensemble du réseau, des agriculteurs à ceux qui fournissent les bateaux. Même les pêcheurs mettent désormais leurs bateaux à disposition pour expédier la marchandise. Selon les médias espagnols, les autorités marocaines ne peuvent plus se cacher derrière l'argument de manque de moyens comme dans le passé, car Madrid a fourni suffisamment de fonds et équipements à Rabat pour gérer ses frontières maritimes avec l'Europe. Je vous en parlais en titre quelques semaines après l'annonce de sa démission. Le Haut Conseil d'État libyen a critiqué les résultats de la mission de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le pays. Lors d'une interview diffusée dimanche soir sur la chaîne arabe de la BBC, le président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Takala, a estimé qu'Abdoulaye Bathily n'avait apporté aucune solution pour gérer la crise en cours depuis plusieurs années. Il semble que M. Abdoulaye Bathily n'a pas pu résister aux ingérences étrangères. Alors il a démissionné. Il ne pouvait rien offrir. Il n'a pas réussi à gérer la scène politique en Libye ou à gérer le dialogue en Libye pour parvenir à un résultat. Tout le monde a le droit de donner sa version. Il cite des raisons, mais en fait, il se peut qu'il n'ait pas mentionné les véritables raisons. La nomination de Mme Stéphanie Khouri est récente en Libye. Nous avions eu une seule entrevue avec elle, une entrevue qui était une sorte de présentation. Elle est encore nouvelle dans le dossier de la crise libyenne. Son succès se résumerait uniquement à la méthode avec laquelle elle gérerait le dialogue, pas plus, à savoir comment rassembler les parties, comment gérer le dialogue et un certain pourcentage d'obtenir des résultats. Lors de ce même entretien, Mohamed Takala a confirmé que le Conseil n'avait pas accepté le 13e amendement constitutionnel, qualifiant la méthode de son approbation de très suspecte. Il a également rejeté l'accusation selon laquelle le Conseil aurait changé sa position concernant cet amendement. Tout d'abord, sa nomination n'a pas été approuvée par le Haut Conseil de l'État, mais le processus s'est déroulé d'une manière suspecte et pas authentique. Et la preuve que la session du Haut Conseil de l'État ce jour-là n'était pas au complet et n'a pas atteint le quorum. C'est pour cette raison, dès mon élection à la présidence du Haut Conseil de l'État, j'ai rectifié les erreurs précédentes. Maintenant, on recommence à travers des démarches fermes et de vrais résultats, sans fraude ni falsification pour les membres du Haut Conseil de l'État. Et nos décisions sont toujours prises à l'intérieur de la salle. Le président du Haut Conseil d'État libyen a également rejeté ce qui a été soulevé concernant la circulation d'une proposition égyptienne visant à fusionner les deux gouvernements d'union nationale libyen mandatés par la Chambre des représentants comme moyen de sortir de l'impasse politique actuelle, soulignant la nécessité d'un accord entre la Chambre des représentants et le Conseil suprême de l'État pour déterminer les futures démarches du pays. Le réel choix du modèle est du ressort de la Chambre des représentants et du Haut Conseil de l'État. Nous ne sommes pas obligés d'adopter un modèle proposé par un autre pays. Le consensus entre le Haut Conseil de l'État et la Chambre des représentants est celui qui détermine les futures démarches dans l'avenir pour l'État libyen. Dans un autre contexte, la Libye et l'Italie ont affirmé leur engagement à travailler ensemble pour renforcer la coopération et réussir tous les projets communs et ont également exprimé leur optimisme quant à l'avenir de la coopération entre les deux parties dans tous les domaines d'intérêt commun. Dans un communiqué du gouvernement d'unité nationale libyen, il a été indiqué que la réunion a traité les moyens d'améliorer et d'élargir les horizons de coopération avec les organisations et institutions italiennes pour mettre en œuvre divers projets agricoles, tandis que l'ambassadeur italien a souligné le travail visant à saisir les nombreuses opportunités de coopération d'une manière qui sert les intérêts et les priorités des deux pays. Les forces de sécurité tunisiennes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche 9 personnes
impliqués dans une opération de trafic de drogue par voie maritime. Parmi les quantités saisies dans un des ports de la région du Sahel, 300 kg de cannabis et 25 000 comprimés d'ecstasy, en plus de bijoux et montres de luxe, une somme d'argent et 3 véhicules. Selon l'agence de presse tunisienne, la marchandise était dissimulée dans une cargaison arrivée à bord d'un bateau. La Cour constitutionnelle togolaise a confirmé ce lundi les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril, qui donnaient avec une écrasante majorité au parti présidentiel l'Union pour la République. 108 sièges de députés reviennent à l'UNIR et 5 sièges ont été remportés par différents partis d'opposition. Les résultats provisoires du scrutin avaient été rendus publics le 4 mai après l'adoption en avril d'une nouvelle constitution adoubée par le président Faure Gnassingbé. Et le bilan s'est encore alourdi ce lundi sur le chantier d'un immeuble en construction qui s'est effondré la semaine dernière en Afrique du Sud, avec désormais 26 morts et 26 disparus selon les autorités locales. Après la nouvelle samedi dernier de la découverte d'un survivant qualifié de miraculeuse, les chances de survie de ceux qui manquent encore à l'appel s'amincissent même si les secouristes promettent de fouiller chaque cavité au milieu des décombres. Des inondations dévastatrices sévissent actuellement dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Est, plaçant le Burundi dans une situation critique. Le pays a lancé un appel pressant à l'aide internationale pour faire face aux conséquences désastreuses des fortes pluies. Au cours du week-end dernier, le gouvernement burundais a entrepris la délocalisation volontaire d'environ 2000 familles déplacées par les inondations vers des abris situés sur des terrains plus élevés. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Restez branchés, au revoir.